Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche. iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, immédiat.sn, votre site de référence. Ravi de vous retrouver après un mois de pause. Mais merci à Antoine Diouf d'avoir assuré le rendez-vous du JDD. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Thérèse Faye Diouf. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Vous êtes administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, maire de Diarère et membre fondateur du secrétariat national de l'APR, l'Alliance pour la République, parti au pouvoir. Thérèse Faye Diouf, vous avez dirigé le maire national, mouvement des élèves et étudiants républicains, ensuite la COJER nationale avant de passer la main à Moussa Sow. De Diarère au FONGIP, vous avez fait beaucoup de chemin, n'est-ce pas? On se souvient du petit bout de femme, alors étudiante, qui s'est révélée aux Sénégalais par une nuit chaude d'été, avec une dizaine de vos compagnons de lutte à la paire qui venaient de naître pratiquement. Vous êtes accusé de tentative de renversement du régime du président Abdoulaye Wade. Le Sénégal retient son souffle. Nous étions en 2011 à la veille du 19 mars, date anniversaire de l'alternance survenue en 2000. En effet, jeune leader étudiant, vous avez marqué le mouvement étudiant de l'UCAD entre 2005 et 2008 de par vos luttes victorieuses, dites-vous, pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et c'est dans ce contexte aussi que cette accusation est tombée. L'affaire, bien entendu, n'ira pas loin. La lutte, vous la connaissez bien, mais aussi les études, puisque vous êtes diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes sociologue de formation, spécialisé en sociologie des organisations du travail et en sociologie de la communication, avant d'être porté à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP donc, le 4 novembre 2021. Vous étiez directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, où vous vous êtes occupé pendant 8 ans de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance. Lors des Assises nationales de l'éducation et de la formation tenues en 2014, Thérèse Faye Diouf a occupé le poste de présidente du comité scientifique pour le compte du sous-secteur de la petite enfance. Et puis, je l'ai dit, vous êtes responsable politique. Première question, 6 à 7 mois après votre arrivée à la direction du FONGIP, quels sont les actes que vous avez posés? Merci beaucoup, Mamadou, pour l'invitation. Merci également au groupe et à toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Comme vous l'avez dit, je suis arrivée le 4 novembre 2021 à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires par la volonté du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Et FONGIP, comme vous le savez, c'est un instrument important quand même. Avant de parler même peut-être des résultats de ce que nous sommes en train de faire actuellement, on peut dire quel a été le contexte dans lequel le gouvernement a pris la décision de créer ce fonds de garantie. Parce que tout simplement, il y avait ce maillon-là qui manquait dans l'écosystème de la finance au Sénégal, c'est-à-dire un fonds de garantie. Il y avait un constat, une étude qui a été faite qui révèle que plus de 500 milliards de gap de financement existaient au Sénégal et dont 51% de ces raisons correspondaient à un manque de garantie des PME et des PMI. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place ce maillon important. Nous sommes arrivés en 2004, en 2021 plutôt, dans un contexte très difficile, marqué par la Covid, qui a impacté tout l'écosystème, en tout cas de la finance, les PME. Et les entreprises souffraient énormément parce qu'il y avait des restrictions fortes prises par les gouvernements et qui ont fait que pratiquement c'était amer, c'était difficile. Et l'État a mis en place le programme de résilience économique. Ce programme de résilience économique nous a permis d'accompagner plus de 87 PME dans tous les secteurs
et a permis de mobiliser presque 12 milliards et quelques, et avec une garantie qui est environ 5 milliards et quelques. Donc ça, quand même, c'est des résultats palpables. Plus de 40% voilà, de garantie assurée en moins, et qui a permis au secteur privé national de préserver au moins 13 000 emplois. Et ça, c'est entre les grandes entreprises, les TPE et les PME. Sans compter maintenant les 4 milliards qui ont été mobilisés pour accompagner le secteur de la microfinance, c'est-à-dire les structures de financement décentralisées. Donc ça, c'est la résilience. Après la résilience, comme vous le savez, quand on parle des résultats de ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés, le gouvernement, sous notre tutelle, M. le ministre Amadou Hott, a mis en place un plan de relance. Et le document que j'ai signé en premier quand j'ai pris service, c'est l'accord cadre entre le ministère de l'économie, le FONGIP et l'APBF. L'accord cadre pour organiser la relance de l'économie nationale. L'APBF, c'est l'association des banques. Des banques, voilà. Et établissements financiers. Donc c'est le premier document que j'ai signé. Et l'autre aspect phare également, c'est la levée des fonds. Le gouvernement a levé des fonds à travers la Banque mondiale, à travers la BAD, et d'autres négociations sont en cours avec d'autres institutions comme la BID, etc., pour vraiment assurer la relance de l'économie. Justement, qu'est-ce qui est prévu pour la relance? A-t-on une idée du montant, mais également du pourcentage de garantie? Pour la relance, il est prévu de mobiliser 300 milliards pour le secteur privé national. Et de ces 300 milliards, l'État va apporter 150 milliards. La moitié. La moitié. Et maintenant, vous comprenez qu'avec l'effet de levier 2 au niveau des banques, on peut mobiliser le double, c'est-à-dire les 300 milliards. Il faut comprendre également qu'il y a ce que l'on appelle les secteurs prioritaires, définis dans le pacte 2A. Et aujourd'hui, ces secteurs prioritaires, c'est l'agriculture, comme vous le savez, la pisciculture, l'industrie pharmaceutique, mais surtout le numérique pour accompagner les startups, même vous qui êtes dans les médias. Je pense que le numérique, ça embrasse un peu du tout. Donc ça, c'est les secteurs prioritaires où le FONGIP accompagne ces secteurs à hauteur à peu près de 70% de garantie maximum. La souveraineté alimentaire aussi, l'autosuffisance, parce qu'en ces temps qui courent, c'est un sujet qui est là. Est-ce qu'elle est au cœur de vos préoccupations en termes de garantie, d'accompagnement? Elle est au cœur de nos préoccupations et semaine prochaine, vous nous verrez à Richard Toll pour accompagner les femmes productrices, en tout cas du riz. Et ça, c'est un partenariat que nous avons signé pour lever 500 millions pour les accompagner. Et comme vous l'avez dit, la souveraineté sanitaire, sanitaire, mais aussi alimentaire. Oui, absolument. Et vous avez écouté ces temps-ci le chef de l'État, il dit produisons ce que nous consommons. On le dit depuis des années. On le dit depuis des années, mais il y a une volonté quand même. Et récemment, on peut parler même de l'étude qui a été faite par le ministère de l'économie, le ministère des Finances, le ministère en charge du plan Sénégal émergent à travers le BOS, pour évaluer un peu l'impact sur l'import substitut, comme il l'appelle. Ça, c'est pour regarder, en tout cas, la balance sur les importations et les exportations. Qui est quand même énorme et oui. déficitaire, il faut le dire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Investissez dans l'agriculture parce que le FONGIP est là, le FONGIP va vous accompagner. Et le traitement pour ceux qui sont dans le secteur de l'agriculture est vraiment favorable et abordable. 70% de garantie, parce que c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Très bien. Quand vous dites 300 milliards prévus dans le cadre de la relance, dont 50% que l'État va mobiliser, vous voulez dire que donc la garantie sera autour de 50% en moyenne? En moyenne. En moyenne, 50%. En moyenne, parce qu'évidemment, il y a d'autres secteurs peut-être qui ne nécessiteraient pas cette garantie de 70%. Pour certains secteurs jugés stratégiques. Très bien. On reviendra sur le FONGIP, mais vous êtes gérante d'une institution publique qui est le FONGIP. Quelle réflexion vous inspire la gestion de la Société nationale La Poste
Le président de la République a dit le 3 mai dernier, a parlé de gabegie, 189 milliards de dettes, une société presque en état de banqueroute avec 5000 travailleurs dont un grand nombre ne travaillent même pas. Quelle réflexion cela vous inspire? Je pense que, comme l'a dit l'autorité, il faut restructurer la société. C'est pas pour... On ne le fait pas contre les employés, on ne le fait pas contre le système qui est là-bas. Mais je pense que s'il y a une situation réelle qui est là, il faut l'accepter et faire face et trouver des solutions durables. Oui, mais gestion gabegie, le président l'a dit. Une gestion gabegique, je pense que ça aussi, ça interpelle. Bon, je ne veux pas personnaliser quand même. Et je respecte beaucoup la personne qui est à la tête de cette institution et je peux dire toutes les personnes qui ont eu à faire... Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé actuellement, oui, mais on s'est rendu compte que c'est même sur plusieurs gestions, plusieurs exercices. Oui, il y a une responsabilité qui est engagée. Il y a une responsabilité qui est engagée. Oui, peut-être ça doit être une leçon pour nous tous qui sont à la tête des institutions, à la tête en tout cas, qui ont une responsabilité du service public. Et savoir que gérer des biens publics, c'est une lourde responsabilité. On doit le faire avec dignité, avec honneur, mais surtout avec quiétude quant à l'avenir même de ce que nous incarnons dans le pays, mais aussi ce que nous voulons que le Sénégal soit demain. Est-ce que la gouvernance sobre et vertueuse n'est pas malmenée là? Non, oui. Je ne pense pas quand même, parce que Mamadou, le chef de l'État, a pris beaucoup de décisions depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012 jusqu'à maintenant. Et ça, quand même, je peux parler des mesures prises pour réduire la facture téléphonique, les logements des autorités, même le véhicule, le carburant, tout a été organisé. Presque 500 milliards dépensés pour des voitures. Non, mais je pense que ces mesures qui ont été prises par le gouvernement nous a permis d'économiser des ressources et de les injecter ailleurs, soit dans le secteur de l'éducation, soit dans le secteur social, comme la protection sociale avec les bourses familiales, entre autres. Ça a permis de rééquilibrer un peu les choses. Maintenant, c'est un chemin quand même qui est un peu long et qu'il faut continuer. Est-ce qu'il ne s'agit pas de prêcher également par l'exemple? Parce qu'au-delà du constat de la mauvaise gestion qui peut arriver, ce qui est attendu de l'État quand ça arrive, c'est de sanctionner aussi les fautifs. Comme là, on est encore peut-être au niveau de diagnostic, au niveau de la Poste. Je ne suis pas encore l'autorité, je ne sais pas. En tout cas, je parle de manière globale, quoi. Mais de manière... de la Poste, quoi. Voilà, quand des actes de mauvaise gestion ou de détournement, on a entendu parler également, sont commis ou sont avérés, est-ce qu'il ne faut pas prendre des sanctions? Ah, mais naturellement, il faut prendre des sanctions. Oui. Et saisir la justice au besoin. On a quand même vécu la fameuse traque des biens mal acquis. Oui, mais en tout cas, ce que je peux dire, parce que Mamadou, ce n'est pas la première fois qu'on entend le président dire que je ne protégerai personne. Peut-être il ne l'a pas encore fait, mais espérons que s'il y a des cas patents très bien visibles, il ne manquera pas de le faire. Parce que quoi que l'on puisse dire, comprenons que le président est un patriote. Et je pense que lui-même a commencé par les dépenses de la présidence, comment il est parvenu à rationaliser toutes ces dépenses-là. Je pense que nous tous devons s'inspirer de lui, parce que même si ce n'est pas avec lui, la sanction peut tomber ultérieurement. Le rôle que joue le FONGIP de manière mais schématique dans l'économie, dans le développement des entreprises, c'est quoi, schématiquement? C'est très simple. Une entreprise qui veut lever des fonds au niveau d'une banque, par exemple, elle veut lever 100 millions, la banque lui demande une garantie. Elle a un problème d'hypothèque, elle n'a pas de titre foncier, etc. Il vient, le FONGIP apporte sa garantie partielle. C'est un cash collatéral que nous déposons. Bien sûr, il y a des études à faire. Il y a d'abord l'analyse au niveau de la banque, la contre-analyse au niveau du FONGIP et après l'accord. Et c'est un comité de garantie qui n'est pas... Moi, c'est
vraiment des agents du ministère des Finances qui composent ce comité de garantie qui valide les dossiers et nous mettons en place les ressources. Les critères sont objectifs. Les critères sont objectifs parce que vous savez, et souvent vous me permettez de parler d'un point extrêmement important, parce que les gens pensent à la politisation des instruments financiers. Pour le FONGIP, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la banque ne connaît pas celui qui fait la politique et celui qui ne fait pas la politique. La banque, ce qu'il connaît, c'est l'entreprise qui est solvable. Et avant qu'on intervienne, il faut que d'abord que la PME ou la PMI ait son accord de crédit au niveau de la banque. Et c'est à partir de ce moment que le FONGIP intervient pour mettre sa garantie. Et la garantie est effective. Vous n'avez pas de problème avec les banques qui disent mais bon, vous étiez engagé mais on n'a encore rien vu. Non, en tout cas, pour le moment, on n'a pas ce problème. Ouais. Et vraiment, ce n'est pas parce que je suis à la tête, mais aujourd'hui, par exemple, de 2021 à maintenant, avril 2022, presque nous avons fait un accompagnement de plus de 4 milliards de garanties et de refinancement au niveau des SFD. Et c'est de l'argent liquide. Aujourd'hui, on travaille énormément avec les banques, on accompagne des entreprises qui sont très connues dans le secteur et je pense qu'on ne manquera pas même de les interroger dans les prochains jours. La phase de résilience a été vraiment un succès. Ouais. Et qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce qui a permis non seulement à certaines entreprises de maintenir plus de 13 000 employés. Je pense que ça, quand même, c'est du palpable. Parce qu'il y avait là une tentation, il y a effectivement, une tentation de licencier. Parce que l'entreprise est en difficulté. Et l'autre point il peut même y avoir des abus aussi. Oui. Ouais. Et l'autre point fort, c'est le taux d'intérêt appliqué par les banques lors de la résilience. C'était 3%. C'est inédit. Au Sénégal, nous savons que tout le monde a ce problème du taux d'intérêt au niveau des banques. La résilience, il y a eu cette discussion entre les autorités, le ministère de l'économie et l'APBF pour appliquer ce taux de 3%, en tout cas aux entreprises bénéficiaires. Donc ça aussi, c'est important. Alors, une question très préoccupante, lancinante, c'est l'emploi des jeunes. Vous êtes Ouais. jeune, vous avez dirigé le mouvement des étudiants, vous avez également dirigé les jeunes de votre formation politique. L'emploi des jeunes et des femmes, d'ailleurs, j'y ajoute aussi des femmes. Pensez-vous pouvoir former le trio gagnant avec Mesdames Mam Abissé à la DER, FJ, et Sophie Diallo qui s'occupe des 3 FPT? Il y a une sorte de trio, formation, financement, garantie. Vous le pensez vraiment? C'est une conviction? Ou bien vous répondez oui parce que je vous ai posé la question? Non, c'est une conviction parce que je connais Mam Abissé. Vraiment, je l'ai connue au 3FPT et elle a fait des résultats. Quand j'ai eu la nouvelle qu'elle a été nommée à la tête de la DER, je félicite Pape Amadou Sarr qui a fait beaucoup de choses et je le dis honnêtement. Mais j'ai dit, alhamdoulilah, avec elle, on va faire encore des choses. Parce qu'on avait démarré des choses avec la DER. Parce que ce que nous avons fait d'abord, nous avons essayé de mutualiser nos forces. On a signé une convention avec la DER. DER, tout ce qui est autonomisation, jeunes filles, jeunes garçons et des femmes, avec des montants, avec les nanocrédits. Donc, et tout ce qui a besoin de financement, par exemple au niveau des pôles emploi, tout ce qui a besoin de garantie, on transfère au niveau du FONGIP. Maintenant, là où c'est plus important avec Sophie Diallo, qui est au niveau de la formation professionnelle, le 3FPT, et que ces jeunes, une fois formés, auront des choses à entreprendre et auront besoin nécessairement soit de la DER pour leur autonomisation ou s'ils veulent aller à une échelle supérieure, du FONGIP pour la garantie. Donc, et c'est pourquoi je dis qu'il faut féliciter le président Macky Sall d'avoir pensé à ce triptyque quand même, 3FPT, DER, FONGIP, et avec la Banque nationale aussi, la BND, il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que c'est... les confiants à des femmes. Oui. À des jeunes femmes d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est heureux et vraiment, nous remercions le président. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes, mais je pense que nous sommes à un ère où il faut avoir encore confiance à la femme sénégalaise, à la femme africaine. Et je les félicite et je pense que c'est un challenge, c'est un défi que nous devons réussir. Est-ce que le sentiment profond qui habite aujourd'hui les femmes qui sont à des niveaux de décision,
C'est de dire aux hommes, mettez-vous de côté, laissez-nous gérer parce que nous ferions mieux. En tout cas, c'est un défi pour nous. Et je pense qu'on peut faire mieux. Honnêtement, c'est pas parce qu'on est femme qu'on peut se permettre de dire que je suis femme, que je dois me mettre dans la tête que je suis femme, que je ne dois pas avancer, que je ne dois pas progresser. Cette période est révolue. On est femme, de la même manière nous gérons nos familles, de la même manière nous gérons nos époux, de la même manière nous gérons des choses extrêmement difficiles. Je pense que de cette même manière, nous pouvons même gérer en tout cas toutes sortes d'emprises dans ce pays. Parce que quand même, il y a cet instinct féminin qui est là. C'est toujours le souci de la perfection chez la femme. Parce qu'on est à une place où on se dit qu'on ne doit pas échouer. Parce qu'on est femme, si on échoue, on va nous dire qu'elle ne pouvait pas. Ah, l'envie de prouver qu'on est compétente. Vous êtes également porteuse de valeurs? Oui. Comme par exemple, en matière de gestion, oui. Et vous pouvez regarder un peu, même à l'international, FMI, le système des Nations Unies, il y a combien de femmes? Parce que la gestion, quand même, oui. Elle peut être bien féminine. Oui, oui, mais c'est le lieu pour faire une digression quand même, de dire à des femmes, des filles, des jeunes, vous avez suivi cette affaire Porta-Potty à Dubaï, oui. Avec parmi ces femmes, ces jeunes femmes, des Sénégalaises, qui ont, d'après les informations, qui ont versé dans la zoophilie, des choses dégradantes que nous interdisons même de citer dans cette antenne. Que dites-vous à propos de cette affaire qui est quand même grave? Il faut un retour à nos valeurs. Le président Senghor disait l'enracinement et l'ouverture. Donc c'est aujourd'hui que nous avons encore plus besoin de cet enracinement. Parce que la mondialisation, elle est réelle. Donc, les crises de valeurs également, je ne dirais pas au Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous femmes, nous avons encore cette responsabilité de bien éduquer, en tout cas les enfants, surtout les filles. Parce que je ne peux pas comprendre, quel que soit le goût de l'argent, qu'est-ce qui peut expliquer en tout cas des actes de telle nature qu'une femme puisse l'accepter. Responsabilité à 3 niveaux. D'abord la responsabilité individuelle. On doit pouvoir certes accepter des choses, mais refuser également des choses. Responsabilité des parents sur la question de l'éducation, justement avant de parler de l'État. On voit souvent maintenant dans nos sociétés, bon, ça peut être des hommes, hein, mais surtout parce qu'on parle des femmes. Je vais à Dubaï, je fais ceci, je fais cela, et on ne s'interroge jamais sur les activités de cette jeune fille qui dit je vais à Dubaï avec une telle facilité. Parce que vous savez, Mamadou, il y a ce que l'on appelle le paraître qui nous fatigue. Dans la culture, dans notre mentalité actuelle, le voyez-moi, le paraître, le qui je suis. Donc, et on ne dévoile jamais ce qui est derrière tout ça. Donc, je pense qu'il y a des... c'est qu'on voit l'argent qui coule à flot, comment on se porte, les habits, les parures en or. Et je pense que ce n'est pas ça qui fait la vie. Très bien. Et l'État, qu'est-ce que l'État doit faire dans le cadre de cette affaire quand même? Je pense que l'État doit chercher à identifier toutes ces personnes-là et vraiment prendre ses responsabilités sur ça. Mais la responsabilité, elle est plus qu'individuelle d'abord. Parce qu'il y a cette liberté personnelle, en tout cas de mener sa vie privée, comme il se doit. Mais le fondement, c'est que quand nous sommes sénégalaises, un pays où à 90% ou presque 95% de musulmans et aussi les chrétiens, c'est la foi dans notre pays, de croyants. Comment on peut penser, en tout cas, de poser de tels axes? En tout cas, moi, ça pose un problème à mon niveau. Alors, on revient à l'emploi. Dans le cadre de la résilience, vous avez sauvé des emplois, vous avez maintenu des emplois, plus de 13 000. Mais il y a le défi de la création. Justement, les jeunes, qu'ils soient jeunes garçons ou jeunes filles aujourd'hui, les dernières statistiques
70% de la population à 35 ans, moins de 35 ans. C'est quand même une force de travail. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Ne pas toujours le voir aussi sous l'angle du handicap, même s'il y a des difficultés. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes? Bon, là, vous parlez du dividende démographique. Et récemment, on était avec le président de la République, Macky Sall, un gala qu'il avait offert aux 100 lauréates de la Fondation African and French. Je pense que ce qu'il faut dire, et lui-même il l'a rappelé, l'âge moyen de la population sénégalaise est de 19 ans. Donc, et plus de 70%, ils ont presque 35 ans. Donc c'est un défi réel qui est là, de satisfaire cette demande de l'emploi, mais aussi de la formation professionnelle. Et au niveau du FONGIP, il faut comprendre que l'intérêt pour le FONGIP d'accompagner le secteur privé, je pense qu'à son sens. Parce que c'est ces PME, ces entreprises qui recrutent de l'emploi, qui recrutent la jeunesse, en dehors du recrutement, en tout cas fait par l'État, qui paye les impôts, qui crée de la richesse, d'où la nécessité pour l'État de mettre en place cet instrument pour booster encore une fois le secteur privé. Parce que ce que le secteur privé peut créer en termes d'emploi, par exemple, nous, récemment, on a accompagné une usine de glace à Kayar, à hauteur de 90 millions avec la BOA. Avec ces 90 millions, il démarre au moins avec 21 emplois directs et des emplois indirects. Je pense que c'est des initiatives de ce genre qu'il faut favoriser, qu'il faut encourager. Et les petits ruisseaux qui forment un peu le grand fleuve. Un peu le grand fleuve. Et ça décentralise l'emploi aussi. Parce que chaque entreprise, là où il se place, il recrute sur place. Par exemple, à Niaguis, il y a une entreprise qui est en train d'être mise en place et qui sera accompagnée certainement par le FONGIP si la banque approuve et qu'il parvienne à respecter les critères. Il va démarrer avec 300 emplois dans la commune de Niaguis pour l'importation de l'anacarde et autres. Donc, et puis la mangue casamançaise. La mangue casamançaise qui pourrit. Donc, c'est pour vous dire... Mais on ne fait que constater. Souvent, c'est ça qui peut être frustrant aussi. Pourtant aujourd'hui, même nous, dans l'élaboration des projets, des mécanismes dont je vous disais tout à l'heure, par exemple, il y a ce que l'on appelle le PASS, au niveau du ministère, le programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi. Nous visons les chaînes de valeur. Nous visons les chaînes de valeur et jusqu'à l'export. Et il y a même des guichets export, c'est-à-dire pour les entreprises qui vont exporter des produits sénégalais, il faut un traitement quand même qui est meilleur pour les aider à aller de l'avant. Oui, et j'ai relevé tout à l'heure quand vous parliez de garantie dans le cadre de la relance, le numérique. Le numérique est au cœur. Justement, qui parlent des jeunes parlent du numérique. Est-ce que le discours ne doit pas évoluer et qui ne devrait pas consister, pas seulement à dire méfiez-vous des réseaux sociaux, on a vu les dégâts que cela cause, mais c'est de dire mais vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais il est possible d'en faire un bon usage. Il est possible d'avoir un emploi déjà. Il est possible d'entreprendre sur le numérique, de créer des emplois sur le numérique. Est-ce que ce n'est pas cette évolution qu'il faut faire pour attirer les jeunes et avec pédagogie, donc de régler le problème des dérapages sur les réseaux sociaux, même s'il ne manquera jamais des dérapages. Tout à fait. Au fait, là aussi, le gouvernement a accompagné beaucoup de startups. Vraiment, au niveau du fonds de garantie, je l'ai dit, le numérique quand même fait partie des secteurs prioritaires. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, je pense que certains jeunes ont tendance à comprendre quand même les bienfaits des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un outil de travail. Par exemple, vous qui êtes de la presse, si je n'ai pas le temps de suivre directement le journal de ITV, je peux aller sur la page de ITV et le regarder là-bas. Donc, je pense que c'est un couteau à double tranchant, mais que nous travaillons tous à prouver à tout le monde que ça peut être vraiment bénéfique pour la jeunesse, mais aussi pour la population de façon générale. Alors, j'ai vu dans vos documents et j'ai appris que vous vous intéressez également au logement,
à travers le Fogalogue, c'est le fonds de garantie du logement. Justement, il y a un projet de 100 000 logements sociaux de l'État. Comment fonctionne le Fogalogue? Est-ce qu'il aide les gens à trouver un logement, qui est également une autre question préoccupante? Le programme des 100 000 logements, c'est un programme important du chef de l'État. Et comme vous l'avez dit, tout ce qui concerne la garantie des acquéreurs, aujourd'hui, ce fonds est logé au niveau du FONGIP, à travers une convention que nous avons signée entre le Fonds de l'habitat social, le FONGIP et l'APDF encore. Et aujourd'hui, nous sommes très en avant, vraiment, sur cette question de la garantie des 100 000 logements. Même s'il faut reconnaître que le niveau de la production des logements est un peu faible encore, mais nous avons signé les conventions bilatérales avec les banques. Aujourd'hui, les premiers lots, en tout cas de personnes inscrites, il y a certains où le comité s'est déjà réuni, le comité technique qui arbitre sur les attributions. Nous sommes membres et je pense que très prochainement, nous devons recevoir un lot du FHS pour ventiler au niveau des banques. Parce que, comme vous le savez, l'inscription se fait en ligne pour toute personne qui veut avoir un logement social. Et tout un chacun identifie la banque où il veut avoir le crédit. Mais c'est seulement pour le logement social? C'est seulement pour le logement social. Les logements à 12 millions. 12 millions. Ok, voilà. J'ai 12 millions. Je veux avoir un logement. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Voilà, ce qui se passe, c'est simple. Il faut être d'abord sélectionné. Il y a des critères à respecter. Il faut avoir un salaire qui est inférieur à 450 000. Il y a aussi un salaire ou un revenu? Ou un revenu. Un revenu. De manière générale. Parce qu'il y a ce que l'on appelle régulier. Voilà, il y a ce que l'on appelle 3 guichets que nous avons mis en place. Le guichet secteur informel, le guichet informel et le guichet des coopératives d'habitat. Et dans ces 2 premiers guichets, il y a ce que l'on appelle les Sénégalais de la diaspora qui ont 20% du programme. Et pour les couvertures de garantie, ça varie entre 40 et 60% au niveau des banques. Donc c'est ça, c'est comme ça que nous l'avons organisé. Par toutes les personnes qui se sont inscrites pour avoir ce logement, quand même peuvent ne pas avoir la garantie pour avoir le prêt. C'est pourquoi le président a demandé à ce qu'il y ait un fonds de garantie pour pouvoir faciliter l'accès au prêt de ces futurs acquéreurs au logement. Et combien de dossiers vous avez? Bon, pour le moment, il y a 200 logements disponibles. Il y a plus de 1600 dossiers qui ont été traités au niveau du comité. Et là, la semaine dernière, j'attendais juste que le ministre Abdoulaye Sow nous envoie officiellement le fichier. Qui est le ministre de l'urbanisme. Qui est le ministre de l'urbanisme. Mais aussi, il y a une question extrêmement importante, c'est la protection des données personnelles. Et là aussi, on est en train de travailler avec la CDP pour qu'on avance et qu'on puisse, nous tous, avoir l'autorisation de manipuler toutes ces données-là. Oui, toutes ces données. Voilà, toutes ces données. Alors, la garantie, c'est quoi? C'est une question d'enfant que je pose. J'ai un projet sur le logement de 12 millions. Je veux acquérir ce logement. Vous garantissez à hauteur de combien déjà? Pour le logement, ça varie. Si on est le revenu, pour le revenu régulier, c'est-à-dire ceux qui sont salariés, on est à 40% jusqu'à 50%. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour ceux qui sont salariés. D'accord. Maintenant, là où vous avez le risque le plus élevé, c'est là où nous mettons plus de garanties pour donner un confort à la banque. Et là, on est presque à 60%. Et ça, c'est pour le secteur informel. D'accord, amoindrir les risques. Donc, vous garantissez à 40, 50 jusqu'à 60%. Ça veut dire quoi la garantie? C'est-à-dire que je ne m'occupe que du pourcentage que je dois libérer? Oui. Et maintenant le reste, parce que la banque, vous savez, il va essayer d'avoir une couverture totale. Mais si on fait une évaluation du coût du terrain qui peut aller jusqu'à 8 millions, là déjà la banque est couverte presque à 100% ou à 90%. Et il faut comprendre aussi dans les négociations, nous aussi,
On met en place des stratégies qui permettent aussi à la banque de prendre un risque, même si c'est minime. Je rembourse 12 millions plus intérêt. Plus intérêt, bien sûr. Le taux d'intérêt est à mais si je rembourse tout, plus les intérêts, finalement. Si vous remboursez plus avec les intérêts, la garantie est libérée par la banque et on retourne le fonds au niveau du FONGIP. Par exemple, tout ce qu'on a fait donc avec ce que les gens doivent comprendre, vous avez un projet de 12 millions, parce que c'est important le logement. C'est important. On a vu même le loyer, la loi sur le loyer a échoué, on est bien d'accord. Tout à fait. J'ai 12 millions, je veux un logement qui coûte 12 millions. Ce n'est pas parce que je vais payer 5 millions. Non, je paierai les 12 millions plus intérêt. Mais la garantie... C'est pour faciliter l'accès à ces 12 millions. Voilà, c'est important de le savoir pour que les gens ne fassent pas de confusion. Et une fois que vous payez les 12 millions, le FONGIP récupère sa garantie. D'accord. Mais ce qui est important quand même, Thérèse Faye Diouf, c'est, on a constaté, c'est le pourcentage quand même appliqué par les banques, les intérêts, le taux d'intérêt, parce que moi le mot, il est élevé. Dans le cadre du logement social, est-ce qu'il y a un effort qui a été fait? Il y a un effort qui a été fait quand même, parce que je pense que la première réunion que nous avions eue avec le chef de l'État, cette question a été discutée. Et nous avions évalué en tout cas tout le confort que l'État a mis en place pour les banques, par exemple le terrain qui sera en hypothèque, la garantie du FONGIP, mais aussi le niveau de solvabilité en tout cas de l'acquéreur, a fait qu'aujourd'hui, le taux va varier entre 6 et 7% au maximum. 7%. Très bien. Il y a un débat aujourd'hui qui touche le recrutement dans les collectivités territoriales. La ville de Dakar est mise en épingle, dont le maire est Barthélémy Diaz. Mais quelle est votre compréhension d'abord des pouvoirs des maires, puisque vous en êtes une, et de l'organigramme type dont on parle, qui encadre le principe de la libre administration des collectivités locales? Quelle est votre compréhension? Pour vous dire honnêtement et sincèrement, ce débat que veut entretenir l'opposition me semble être un faux débat. Parce que la collectivité territoriale n'est qu'un démembrement de l'État central. Et toutes ces prérogatives lui ont été confiées par l'État central. Aujourd'hui, les compétences transférées, l'éducation, le sport, la santé, entre autres, c'est des compétences de l'État central. Et chaque année, l'État dit, j'ai transféré, par exemple, tant de compétences au niveau des collectivités territoriales, je dégage un budget de 30 milliards ou de 50 milliards que je vais allouer à ces collectivités pour qu'ils puissent réaliser les activités allant dans le sens de matérialiser cette décision-là. Et aujourd'hui, tout est organisé dans l'État. Le dernier, c'est le décret, je peux vous le montrer, je pense qu'il est là, que le chef de l'État a signé, c'était le 8 janvier 2020, pour définir... Il y a un peu plus de 2 ans. Il y a un peu plus 2020, de 2 ans. Vous avez dit. 2020. D'accord. L'organigramme type des villes, des communes, chefs-lieux de région, des conseils de département, mais aussi des communes comme les nôtres, y compris votre les commune communes rurales, Diarère. Ouais. Et l'organigramme, par exemple, pour la ville, par exemple pour la ville de Dakar, vous n'avez pas vu, en tout cas dans cet organigramme-là, où il est mentionné, en tout cas, que le maire a la possibilité de recruter des conseillers techniques. Tout est défini et précis ici. Qu'est-ce qui est défini, disant quoi? Il est là, par exemple, la direction des finances et de la comptabilité, la direction des ressources humaines, la direction des services techniques, de la planification et des compétences transférées. Je pense que dans le cabinet du maire de la ville, vous verrez, il y a un directeur de cabinet, un inspecteur des services municipaux, un assistant ou une assistante du maire, un chargé de la communication et des relations juridiques. Et cette énumération, elle est limitative, oui? Elle est limitative. Oui. Et maintenant, vous verrez ici les services rattachés au niveau du secrétariat général. La composition de la direction des finances, la composition de la direction des ressources humaines, la composition également de la direction des services techniques et
enfin la composition de la direction de la planification et des compétences transférées. Il y a quand même avant le décret le Code général des collectivités territoriales qui donne pouvoir de nomination aux emplois communaux aux maires, n'est-ce pas? Mais maintenant j'y ajoute, vous avez maintenant ce décret portant organigramme type. Ma question va arriver. En quoi Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, aurait fauté en recrutant Guy Marius Sagna, conseiller technique chargé des questions sociales, et le capitaine Seydina Oumar Touré, radié de la gendarmerie, comme conseiller technique chargé de la sécurité? En quoi il aurait fauté, lui, Barthélémy Diaz? D'abord, si on ne parle pas des personnes d'abord, de Guy Marius Sagna et de M. Touré, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons respecter l'organisation ou la réglementation qui a été mise en place par l'État. Le président de la République, c'est le chef suprême et il est le président, en tout cas, de la République. Ce décret, c'est un décret. Maintenant, autre chose qu'il faut dire, comment peut-on? Parce que la ville de Dakar, c'est l'État. Comment peut-on employer un agent qui a été radié par l'État? Ça pose problème. Vous parlez de... Aujourd'hui, il a été radié. Vous parlez de qui exactement? De M. Touré, oui, le capitaine Touré. Oui. Il a été radié par la gendarmerie. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral. Il était un agent de l'État. Il a été radié parce qu'il a fauté. La mairie de Dakar n'est pas le privé. La mairie de Dakar, c'est dans l'État. Même s'il y a ce caractère politique, c'est un maire de l'opposition, mais c'est l'État encore. Oui, on l'a empêché de travailler dans le privé, dans une école privée, l'IAM. En tout cas, si j'étais à la place de Barthélémy, pour ma gouverne personnelle, je ne vais pas recruter quelqu'un qui a été radié dans la gendarmerie parce qu'il a fauté. Parce que Barthélémy, si on met à côté sa casquette politique, quand même aujourd'hui, il est le maire de la ville. Et il a une responsabilité morale, mais également il assume une portion de pouvoir dans l'État. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales, quand même, sont des démembrements de l'État. Venons-en à Guy Marius Sagna. Maintenant, pour Guy Marius Sagna aussi, il était un agent du ministère de la Santé, qui a été même affecté à Kédougou, qui a refusé de partir, etc. Il dit avoir sollicité une mise en disponibilité de 3 ans. De 3 ans, mais est-ce qu'il a eu cette mise en disponibilité? C'est quand même une possibilité qui est offerte à un agent public. Mais après appréciation aussi de l'autorité. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on doit, dire, bon, en tant qu'agent de l'État, ils ne peuvent pas travailler dans un démembrement de l'État, mais on peut quand même... Dans quelles conditions? Mais pourquoi oui, dans quelles conditions? Pour le capitaine Touré, Mamadou, oui, par mais exemple... il y a le privé, ou bien même on les empêche de travailler dans le privé, en tout cas pour ce qui concerne le capitaine Touré. En tout cas, ce que je peux dire est que la ville de Dakar ne peut pas être une administration en dehors de l'administration sénégalaise. Autrement, il faut révoquer le maire. Je ne dis pas qu'il faut révoquer le maire, mais tout maire, comme l'a dit le chef de l'État, qui tenterait à marcher en dehors de la réglementation mise en place par l'État, mais l'État va prendre ses responsabilités. Par la révocation. Par la révocation ou tout autre type de sanction. Oui, parce que vous savez, par ce biais, est-ce qu'on ne risque pas de révoquer quand même tous les maires, ou en tout cas beaucoup de maires? Non, parce que c'est que Barthélémy a fait... Chez des maires qui sont de la majorité, des constats soit de licenciement ou de recrutement abusifs ont été faits. Au fait, oui. Ce qu'a fait Barthélémy, je n'ai pas encore vu un maire, ni de l'opposition, encore du pouvoir qu'il a fait. Je pense qu'il est allé à un niveau quand même... il dit qu'il maintient sa décision, même s'il veut avoir une audience avec le président de la République. Mais il a le droit de maintenir sa décision. Mais l'État aussi a le droit d'apprécier et de prendre ses responsabilités face à une telle... C'est peut-être l'occasion de le recevoir, non, le président? Ça, il est maître de son agenda, mais oui, voilà, mais c'est quand même le maire de Dakar. C'est le président qui va apprécier. Est-ce qu'une audience ne pourrait pas permettre aux deux autorités d'arrondir les angles? Une demande d'audience, oui. Barthélémy quand même, s'il veut être reçu par le président de la République, ce n'est pas la peine qu'il le chante partout dans la presse. Il sait comment il peut faire ou là où il peut passer pour avoir cette audience-là. Mais ce qui est important, Mamadou,
et pour vraiment, je parle de façon générale, j'ai fait mon premier mandat à la tête de la collectivité de Diarère. Une commune n'est pas une affaire simple. Il y a cette pression sociale, il y a cette pression politique. Donc la question du recrutement au niveau des collectivités territoriales, les maires ne doivent pas en abuser. Oui, une question pour vous d'ailleurs, elle est posée par Dib Korning. Merci pour votre fidélité à l'émission Jury du dimanche. Madame le maire Thérèse Faye Diouf, vous êtes maire de Diarère et proche collaboratrice du président Macky Sall. Comment se fait-il que depuis des décennies, la population de Diohine réclame le bitumage de la route Keur-Martin-Diohine et que jusque-là rien n'est fait? On dirait que vous n'êtes pas là pour soulager la souffrance des populations qui vous ont élu. Question de Dib Korning. C'est une question extrêmement pertinente. Peut-être son niveau d'information lui a poussé à poser cette question-là. Mais je pense que cette doléance est d'abord notre doléance. Et ce n'est pas uniquement les populations de Diohine. Cette route traverse la commune de Tataguine, la commune de Diarère, c'est-à-dire Diohine, la commune de Patar. Et ces trois communes presque qui ont traversé, que cette route a traversé. Donc ce que je veux dire là-bas est qu'actuellement, le chantier est en cours. Sauf qu'il y a eu des retards, il faut le reconnaître. Parce que le président de la République a fait la pose de la première pierre, je pense que c'était en 2019. Les travaux ont démarré, après il y a eu un arrêt, vraiment qui a un peu duré. Et nous, ces maires-là, on a fait des démarches avec l'AGEROUTE. On a été voir le ministre Mansour Faye. Et là où je vous parle, il y a un programme d'urgence mis en place par le ministère des Infrastructures qui a pris en compte cette route-là. Et nous espérons que très prochainement, elle sera réalisée. Très prochainement, c'est vague. On ne peut pas vous engager sur les délais. Non, parce que ce n'est pas nous qui assurons la réalisation quand même. C'est au niveau de l'AGEROUTE. Mais le président Macky Sall, s'il suit cette émission, il sait que Thérèse Faye, Mbagnick Ndiaye et toutes les autorités qui habitent dans cette zone ont eu une fois à lui parler de la route Keur-Martin-Diohine-Wakhaldia. Très bien, c'était une question de Dib Korning. Oui. Alors, pour parler des rapports entre l'État central et ce qu'on appellerait l'État décentralisé, autrement dit des collectivités territoriales, puisque la préoccupation de l'État central comme des collectivités territoriales, c'est de bien faire, c'est de travailler pour la collectivité, c'est de travailler pour le Sénégal et de le développer. N'y a-t-il pas lieu d'aller à un pacte de paix politique? Ça vient de moi, 3 P, pacte de paix politique, entre l'État central et l'État décentralisé pour un développement local et global du Sénégal. Est-ce qu'il y a réellement des problèmes? Ah oui, on parle de maires qui sont révoqués, qui sont parfois révoqués. Oui, si je vous parle, il y a tout le temps des tiraillements, ça on le suit là. Aujourd'hui, l'objectif principal de l'État central, c'est de soutenir les populations à travers les collectivités territoriales. Et ce que le président de la République a fait dans un premier temps, c'est l'acte 3. Toutes nos communes qui étaient des communautés rurales sont devenues des communes de plein exercice. Les ressources, les fonds de dotation ont été augmentés. Vous savez, le PUDC, ce qu'il a fait partout dans le Sénégal. Donc aujourd'hui, si vous parlez des 3 P, peut-être vous faites allusion à certaines communes dont les maires sont de l'opposition et qui veulent s'affirmer ou utiliser leur statut de maire de telle ville, pour en tout cas poser... Ce qui est légitime aussi, s'affirmer, c'est légitime. Non, s'affirmer, c'est légitime. Oui. Mais encore une fois, sur le plan politique, entre partis, c'est plus légitime, mais au niveau administratif, où vraiment tout est organisé, et là, je pense que c'est le respect des règles et des normes qui peut nous aider à avoir cette paix-là dont vous avez parlé tout à l'heure. Très bien. Pacte de paix politique. Oui. Bon, on verra ça. Par le respect des normes et de la réglementation établie par l'État. Alors, si notre réalisateur nous le permet, Babacar Ndiaye, on va prendre encore 5 petites minutes pour terminer cette émission. Thérèse Faye Diouf en est l'invitée, elle qui est administrateur général du FONGIP et maire de Diarère, membre de l'APR, le parti présidentiel. Les élections législatives avec le dépôt des listes qui commence d'ailleurs à l'instant, 25 listes. Contrairement à 2017, les dernières législatives où on était à 47 listes. À quoi est due finalement cette réduction du nombre de listes, à votre avis? C'est le filtre que vous avez vu, c'est le parrainage. Oui, seulement? Oui.
c'est le parrainage. Oui, parrainage pourtant qui est dénoncé, avec même la Cour de justice de la CEDEAO qui a préconisé sa suppression. Son amélioration. Oui, la suppression écrit noir sur blanc. Moi, je l'ai lu, cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais vous savez, il faut reconnaître que je me souviens lors de des dernières législatives, les Sénégalais même avaient d'énormes difficultés pour voter. Même le fait de faire le tour pour choisir 47 bulletins, c'était un peu difficile. Autre chose aussi, les dépenses énormes qui ont été réalisées par l'État, le tirage des bulletins, respecter en tout cas les critères pour chaque candidat. Tout ça, c'est tout un dispositif qui était compliqué. Si on met le parrainage, et avec ce parrainage, on a vu que le filtre a réussi, en tout cas, l'objectif est réussi. Peut-être pas que, comme on dit. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi des listes fantaisistes, cette fois-ci, n'ont pas été montées? Des listes parallèles et autres pour faire diversion. Bon, en tout cas, ça fait partie aussi de la politique sénégalaise. Je ne pense pas qu'il y ait des listes, en tout cas, diversion. Mais ce que je peux vous dire est qu'il faut saluer la démarche du ministère de l'Intérieur. Et l'acte qui a été posé en dernier, c'était même le tirage au sort. En tout cas, jusqu'ici, on sent qu'il y a un consensus autour de l'organisation de cette élection-là. Dans quel état d'esprit, vous, de la majorité Benno Bokk Yakaar, vous abordez ces élections législatives? Un esprit gagnant. Nous sommes conscients qu'il faut encore de l'unité dans nos rangs. Ça, il ne faut pas quand même se jeter les... Qui vous a fait défaut Qui nous a fait défaut à nos moments, surtout lors de la locales. prochaine des élections locales passées. Mais aussi, il y a eu une montée en puissance de l'opposition, non? Je pense que c'est dû à notre division. C'est dû à la division. Plusieurs grandes villes et communes du pays. Mais c'est dû à la division de l'Alliance pour des responsables de Benno Bokk Yakaar dans certaines zones. Surtout dans la capitale de Dakar. Ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt quand même à aller dans le sens qui a été indiqué par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar pour avoir cette victoire-là. Et même lors des locales passées, la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné les élections. Si on compte le nombre de communes, si on compte le nombre de départements. Mais a perdu quand même beaucoup de grandes villes et de communes, et le défi du pays, dont la capitale. Le défi aujourd'hui, c'est de gagner Dakar. Ah oui? Parce que vous savez pourquoi, Mamadou? Dakar, nous l'avons perdu lors des locales. Mais nous n'avons jamais perdu une élection législative à Dakar. Depuis 2012. Nous avons gagné les élections législatives à Dakar. Avec quelle tête de liste? Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot de votre tête de liste qu'on ne voit pas encore pour la première fois d'ailleurs? Parce que généralement, la tête de liste, surtout pour un parti au pouvoir, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, le poste a été restauré, il n'a pas été nommé. Ou alors le président de l'Assemblée nationale. On sait que Moustapha Niasse a parlé quand même au moment donné de sa retraite. Avec quelle tête de liste? Bon, vous savez, le président, il connaît ses hommes. Et ses femmes? Il connaît ses hommes. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, et ses femmes aussi. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Donc, il connaît ses hommes et ses femmes. Et le moment venu, c'est très proche. D'ailleurs, il va nous dire qui sera à la tête de liste. Vous, tête de liste, vous, Thérèse Faye Diouf? Bon, moi, je ne pense pas. Vous n'y pensez pas? Vous pensez à quelqu'un? C'est pas parce que je ne le peux pas. Parce que aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on est femme, on ne doit jamais dire qu'on ne peut pas. Mais je ne pense pas à quelqu'un pour le moment, très sincèrement. Vous ne pensez à personne? Parce que, Mamadou, comme je vous dis, aujourd'hui, si on a cette équipe qui gagne n'importe qui on met, on a la victoire. Même un portrait robot, un profil, vous n'avez pas de profil qui vous passe par la tête? Mais il faut quelqu'un qui connaît le parti, qui connaît la coalition, qui connaît aussi le pays, qui a le verbe facile et qui est sénégalais, quoi. Qui comprend la réalité sénégalaise, qui peut s'adapter à n'importe quelle situation, mais aussi qui a le style du président Macky Sall. Le président a été directeur de campagne de Wade, il a été sa tête de liste lors des législatives de 2007, etc., etc. Donc je pense que être tête de liste, aujourd'hui, on a besoin d'une équipe, mais aussi de quelqu'un qui sait faire avec tout le monde. Homme ou femme, peu importe? Homme ou femme, peu importe, oui. Vous n'avez pas de préférence? Non, je n'ai pas de préférence. Parce que comme je vous dis, le président, il connaît ses hommes et ses femmes. On va terminer en une minute ou deux. Le président Macky Sall, justement, on sait la présidentielle 2024 qui va arriver, un flou
sur est-ce qu'il va y aller pour une troisième candidature ou pas, c'est oui ou non. Certains estiment parfois de la classe politique ou de la société civile ou des juristes qu'il n'en a pas le droit, d'autres soutiennent le contraire. Mais lui-même a parlé en disant la durée du mandat, 5 ans, ce n'est pas suffisant. La limitation du nombre de mandats est également un handicap. Il est en train d'annoncer la couleur par rapport à 2024. En fait, lors de cette réception des lauréats de la promotion 2021 du programme des Young Leaders. Oui. Au fait, si vous voulez mon opinion personnelle, je vous le dis tout de suite. Et j'ai eu à le dire ailleurs, je ne m'en cache pas. Je suis jeune sénégalaise, citoyenne, avant d'être, en tout cas, militante d'un parti politique comme l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, je dis carrément, si le président Macky Sall veut un troisième mandat, je ferai partie des personnes qui vont travailler à la victoire du président Macky Sall en 2024. Ah oui. Maintenant, ce qu'il a dit tout à l'heure, j'étais dans la salle quand il le disait. Il ne le disait pas pour le Sénégal, mais il parlait des procédures, en tout cas de lever des fonds et de certaines stratégies au niveau de la géopolitique mondiale. Comment l'Afrique est presque mis au second plan. Ce qui fait que, par exemple, pour construire même des routes ou pour lever des fonds, etc., les durées que ça prend, avec les 5 ans des durées, ça risque d'être compliqué pour certains gouvernements. Avec un changement de régime tous les 5 ans. Avec un changement de régime tous les 5 ans. Oui. Donc, et ce qu'il a dit, je pense que nous sommes en Afrique. Si on avait tout à notre disposition, les ressources, la liquide, etc., comme c'est en Europe, etc., peut-être ça peut ne pas être un problème. En un mot, il faut faire sauter le verrou durée de 5 ans, mais aussi limitation du nombre de mandats. J'ai écouté Madiambal, je pense que c'est Madiambal Diagne, oui, c'était avant-hier, qui disait qu'on doit enlever ce verrou et laisser les populations... C'est ce que vous dites aussi. Mais bien sûr. En tout cas, moi, Thérèse, je ne dis pas ce que le président dit. Je ne peux pas dire ce que... Mais moi, Thérèse Faye, je pense que l'essentiel, c'est la volonté de la population. Si la population décide 2 ans ou 5 ans ou 2 mandats ou 3 mandats, l'essentiel que l'organisation de l'élection se fasse de façon démocratique et de la façon la plus transparente. Et laisser un maire aussi élu au suffrage universel faire son travail jusqu'à la fin de son mandat. On a vu des maires qui ont fait plus de 4 mandats. Bon, très bien. Sauf que... Oui. En tout cas, pour maire, 4 mandats, en tout cas, c'est difficile. Moi, je suis maire, mais je ne pense pas aller jusqu'à ça. Mais, en tout cas, ma position aujourd'hui, laissons les Sénégalais, en tout cas, choisir. Merci. Ouais. Choisir, c'est un joli mot pour terminer une émission. Jury du dimanche qui recevait Thérèse Faye Diouf, administrateur général du FONGIP, et maire de Diarer, membre du secrétariat national de l'Alliance pour la République. Mamoudi Ibra Kane pour vous présenter cette émission. Réalisation Babacar Ndiaye en compagnie de Nyankou. Réseaux sociaux, Fatima Taba Birampouy, pour le compte d'Imedia.sn, à la photo Abdoulaye Silla, au texte Dieba ou Dieba, n'est-ce pas? Merci de nous avoir écoutés, mais aussi regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.